Je n'aurais jamais imaginé que mon nom soit absent de la nécrologie de mon père, et pourtant, il était là, dans le journal local, imprimé à l'encre noire comme une seconde mort, laissant derrière lui son fils adoré, Nolan Carey. C'était tout. Aucune mention de moi. Pas un mot sur la fille qu'il avait élevée, la femme qui avait été sa petite fille. C'était comme si je n'avais jamais existé. Je restais là, dans la cuisine, avec mon fils Élie, 13 ans, à mes côtés, le journal froissé entre mes mains tremblantes. Mon visage me brûlait. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. J'étais trop anesthésiée pour pleurer. Élie leva les yeux de ses céréales et m'observa. Il a mes yeux noisettes avec des reflets verts. Mais il y a quelque chose de plus profond en lui, quelque chose de vigilant. Il pencha la tête, prudent. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Je voulais le protéger de la réponse. Je voulais lui dire que ce n'était rien. Mais il est trop intelligent pour ça. Il l'a toujours été. La nécrologie de ton grand-père est parue ce matin, dis-je en posant le journal. Ils m'ont complètement oublié. Il se pencha en avant, fronçant les sourcils. Volontairement? J'acquiesçai. Ce n'était pas une erreur. Un silence pesant s'installa dans la pièce. C'est à ce moment que je réalisai à quel point j'étais devenue invisible. Non seulement pour mon père après sa mort, mais pour toute la famille, pour l'histoire qu'ils écrivaient sans moi. J'étais celle qui était partie, la fille qui n'avait pas suivi les règles, celle qui avait osé s'exprimer, se rebeller, épouser un homme que mon père considérait comme une perte de temps, puis divorcer, élevant seul son fils. Et maintenant, j'étais la fille qu'ils avaient effacée. La cérémonie commémorative avait lieu dans 2 jours. Nolan s'en chargeait. Bien sûr. Il avait toujours été au centre de l'attention dans notre famille. Charmant, soigné, fiable, le fils adoré de notre père. La maison de notre enfance, il l'avait héritée. L'entreprise lui avait été léguée. Même le chien était son préféré. Cela avait toujours été ainsi. Je n'avais pas été invitée à participer à l'organisation de la cérémonie, mais on attendait de moi que je sois présente et que je souris poliment. J'ai regardé Élie à nouveau, repensant à toutes les fois où je lui avais dit que les liens du sang ne définissaient pas toujours la famille, que c'était l'amour. Mais même moi, ce matin-là, j'avais du mal à y croire. Je commençais à rassembler mes affaires pour le travail, en époussetant les miettes de ma veste, quand Élie est apparu dans le couloir. Il s'est arrêté et m'a interpellé par-dessus son épaule. « Maman, je peux te montrer quelque chose. » Il est revenu avec une petite boîte en bois. Elle semblait faite à la main, en pin vieilli, avec un simple fermoir, sans ornement. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle appartenait à mon père. Il y rangeait ses boutons de manchette quand j'étais petite. Mon cœur a fait un bond. Où l'as-tu trouvé? Grand-père me l'a donné en secret il y a des mois. Il me l'a dit. Il a dit, un jour, ils essaieront d'effacer ta mère. Si cela arrive, ouvre cette boîte. Joue avec ce qu'il y a dedans. Je l'ai fixé du regard. Ma gorge s'est nouée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Je ne savais pas ce que cela signifiait. Pas avant maintenant. Il a ouvert la boîte avec précaution, avec respect. À l'intérieur, il y avait une clé USB, simple, sans étiquette. Soudain, je n'arrivais plus à respirer. J'avais l'impression que le chagrin, la peur et la confusion m'enlaçaient la poitrine comme des lianes. « Tu crois que c'est un message ?» murmurai-je. « Je crois que c'est pour toi », répondit-il. Longtemps, je restai immobile, les yeux rivés sur la petite boîte et la lueur silencieuse dans les yeux de mon fils. Je l'ai compris alors. Ce que mon père a pu voir est peut-être arrivé trop tard. La force, la loyauté. La vérité qu'il n'a jamais exprimée, désormais entre les mains d'un garçon dont la voix portait plus de dignité que celle de la plupart des hommes. Le jour de la cérémonie commémorative arriva vite. L'église était pleine d'amis, de cousins, d'anciens voisins. Nolan se tenait à la tribune et prononçait un éloge funèbre parfait. Il a décrit notre père comme un roc, un homme sage, un père dévoué à son fils unique. Je me suis agrippée au banc jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Élie m'a serré la main. Puis, sans prévenir, il s'est levé et s'est avancé. Tout le monde le fixait, et quand il a brandi cette petite boîte en bois en disant « C'est un enregistrement de grand-père », il m'a demandé de le passer si jamais ils effaçaient la mémoire de maman. Toute la pièce s'est rassie.
À cet instant précis, le silence était plus assourdissant que tout ce que Nolan venait de dire, et j'ai su que tout allait basculer. La nuit précédant la cérémonie commémorative, je n'ai pas fermé l'œil. L'appartement était silencieux, mais mes pensées résonnaient plus fort que jamais. Ellie était couchée depuis des heures. J'entendais le léger bourdonnement de sa machine à bruit blanc à travers les cloisons fines, mais cela n'apaisait en rien le tumulte de mes propres pensées. Assise au bord du canapé, en robe de chambre, je fixais la clé USB qu'Ellie m'avait tendue plus tôt dans la matinée. Elle reposait sur la table basse, lourde comme un poids, comme si son contenu pouvait m'anéantir ou me porter, selon ce que j'y trouverais. Je ne l'avais pas encore ouverte. Une partie de moi était terrifiée à l'idée qu'elle ne contienne rien, ou pire, qu'elle soit remplie de souffrance. Mon père n'avait jamais été un homme de mots tendres ni d'affection facile. C'était un homme qui croyait au travail acharné, à la maîtrise de soi et au silence. Surtout au silence, surtout en ce qui me concernait. Grandir chez les Carey, c'était comme vivre dans un musée. Notre mère, Estelle, est décédée quand j'avais 9 ans. Après cela, le silence s'est installé. Les pièces étaient impeccables. On parlait à voix basse. Nolan s'épanouissait dans cet environnement. Il avait appris à être ce dont notre père avait besoin, obéissant, viril, calculateur. Il faisait du sport, avait rejoint l'entreprise familiale et ne remettait jamais rien en question. J'étais tout le contraire. Je posais des questions, beaucoup trop. J'adorais les livres, pas le sport. J'écoutais de la musique dans ma chambre, je dansais pieds nus dans les couloirs. Cela déplaisait fortement à mon père. Un jour, il m'a surpris en train de peindre le mur de ma chambre avec les doigts et m'a obligé à tout frotter avec du vinaigre et de la laine d'acier. J'avais 11 ans. Il ne m'a pas frappé. Ce n'était pas son genre. Il s'est simplement retiré. Il me regardait comme si je n'existais pas, comme si j'étais un bruit qu'il avait appris à ignorer. C'était toujours pire que de crier. À 16 ans, je préparais déjà mon départ. À 18 ans, je suis partie à l'université grâce à une bourse partielle, et je n'ai jamais regretté mon choix. Enfin, si, constamment. J'appelais, j'écrivais, je rentrais pour les fêtes jusqu'à ce que je réalise que ce n'était plus chez moi. Quand je suis tombée enceinte d'Ellie, je le lui ai annoncé. Mon père n'a jamais réagi. Je lui ai envoyé une photo à la naissance d'Ellie, au cas où la vue de son premier petit enfant l'attendrirait. Au lieu de ça, Nolan a appelé 2 jours plus tard et a dit « Papa ne viendra pas. Ne t'attends pas à ce qu'il vienne. » C'était la dernière fois que j'entendais la voix de Nolan jusqu'à la semaine dernière. Il m'a laissé un message vocal, bref et sec, samedi commémoratif. L'église est rue Willow. 11h, amène Ellie si tu veux. Pas de nouvelles, pas de condoléances. Juste une adresse. Juste des instructions. On ne m'avait même pas consulté pour la nécrologie, le testament ou la cérémonie. Tout était géré par Nolan, le directeur de tout, y compris, apparemment, de ma gomme. Je me suis levée du canapé et me suis dirigée vers la porte d'Ellie. Je l'ai entr'ouverte juste assez pour le voir recroquevillé sous sa couverture, un bras sur la tête comme lorsqu'il dormait bébé. Mon cœur s'est serré. Il méritait mieux que toute cette froideur. Il méritait une famille. Je suis entrée et me suis assise doucement au pied de son lit. Il a remué, ouvrant un œil. « Et » a-t-il murmuré d'une voix rauque de sommeil. « Ça va. » « Oui » ai-je menti, puis plus doucement. « Je voulais juste te remercier de m'avoir confié cette boîte. » Il s'est frotté les yeux. « Tu crois que ça a une signification ? » Je ne sais pas, mais je pense que grand-père savait quelque chose, et je pense qu'il voulait que tu sois celle qui le révèle. Ellie m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. Il m'a dit un jour qu'il avait fait beaucoup d'erreurs. C'était peut-être sa façon d'en réparer une. Je me suis penchée et l'ai embrassé sur le front. Dors un peu. Demain risque d'être une longue journée. Au moment de partir, il a dit quelque chose qui m'a figée. Tu sais, il parlait parfois de toi. Pas comme l'oncle Nolan. Différent. Je crois que tu lui manquais. Je suis restée paralysée sur le seuil. C'est ça, le deuil. Ce n'est jamais seulement une question de mort. C'est tout ce qui aurait dû être dit, chaque étreinte manquée, chaque occasion gâchée par l'orgueil. Et cette nuit-là, allongée, éveillée, je savais que quoi qu'il y ait sur cette clé USB, ça allait compter. Ça ne changerait rien au passé,
mais ça pourrait bien réécrire l'histoire qu'ils essayaient de raconter sans moi. La cérémonie commémorative était tout ce que mon père aurait voulu. Un événement structuré, élégant, sobre, où les gens portent des costumes bleu marine et des perles, pas d'émotion. Où l'on parle avec des demi-sourires et des métaphores plutôt qu'avec des larmes et de la sincérité. Je me suis garée un peu plus loin. Le parking était plein. Sans surprise. Le nom de Carrie avait encore du poids dans notre ville. Même après sa mort, les gens faisaient la queue pour rendre hommage à Gérald Carrie, l'homme d'affaires, le leader communautaire. Mais pas au père, pas à l'homme que j'avais connu. En me dirigeant vers l'église, j'avais l'impression d'entrer dans une maison où je n'étais plus la bienvenue. Ce n'étaient pas seulement les regards que me lançaient les membres de la famille élargie. C'était l'absence. Mon nom ne figurait pas dans le programme. Je n'étais pas mentionnée parmi les enfants survivants. Même sur la table d'accueil, le collage de photos montrait mon père avec Nolan à sa remise de diplôme, avec Nolan à un tournoi de golf, avec Nolan à l'inauguration des bureaux rénovés. Aucune photo avec moi, aucune de nous deux. Ellie marchait à mes côtés, silencieux mais attentif. Il tenait la petite boîte en bois sous son bras comme si c'était un objet sacré. Je ne lui avais rien demandé. Il l'a apporté, tout simplement. En entrant, quelqu'un nous a salués. Ma tante Marianne. Elle a cligné des yeux comme si elle avait vu un fantôme. Léna. Oh, je ne savais pas que tu venais. C'était mon père, dis-je. Oui, bien sûr, répondit-elle rapidement, la voix brisée, avant de se tourner vers Ellie. Et voici votre fils. Ellie hocha légèrement la tête. Elle esquissa un sourire gêné et disparut dans la foule. Ce fut le même scénario ce matin-là. Les gens m'approchaient avec hésitation, ne sachant comment se comporter avec quelqu'un dont l'existence même avait été effacée de l'histoire. J'étais le vide dans la mémoire de chacun. Nolan était déjà au premier rang, près de la chaire, saluant les fidèles comme un pasteur le dimanche, souriant, hochant la tête, acceptant les condoléances comme s'il portait toute la famille sur ses épaules. Quand il me vit, son sourire s'effaça. Il s'approcha. « Je ne pensais pas que vous viendriez, dit-il. Pas d'accolade, pas de chaleur humaine. Pourquoi ne serais-je pas venu ? Demandai-je d'un ton neutre. Eh bien, vous n'étiez pas proche de votre père, n'est-ce pas ? La lame était là, tranchante et silencieuse. J'étais sa fille, dis-je. Si tu es là pour te mettre en avant, je suis là pour te dire au revoir. Il regarda Ellie, puis la boîte. Qu'est-ce que c'est ? Un cadeau de papa pour Ellie, dis-je. Nolan haussa un sourcil. Il ne m'en avait jamais parlé. Peut-être qu'il ne le voulait pas. Sa mâchoire se crispa. Ne fais pas d'histoire aujourd'hui, Léna. Il s'agit d'honorer papa, pas de régler ses comptes. Il se retourna et s'éloigna, tel un politicien accompli, sans la moindre once de culpabilité. La cérémonie commença. Une chorale chanta l'un des hymnes préférés de mon père. Tout est bien qui finit bien avec mon âme. Enfant, je fredonnais cet air dans ma chambre en dessinant. Il tapait toujours contre le mur pour me dire de baisser le volume. 3 orateurs prirent la parole avant Nolan, son meilleur ami du Rotary Club, un collègue de la banque et notre cousin Jared. Chacun loua la discipline de mon père, sa générosité et sa loyauté envers sa famille. Quand Nolan s'avança pour parler, j'avais le cœur serré comme un poing. Il commença d'une voix douce, comme on s'y attendait. Mon père était un homme de principe. Il croyait au travail, à l'ordre et à l'amour de la famille. Il m'a élevé avec ses valeurs et j'espère bien les transmettre un jour à mes enfants. Je clignai des yeux. Moi? Aucune mention de moi. Non, nous, puis il le dit. J'avais la chance d'être son enfant unique. Ces mots résonnèrent dans le sanctuaire. Je restai immobile. Je retins mon souffle. Mes doigts s'enfoncèrent dans le coussin du banc, mes ongles s'enfonçant dans le tissu. Je sentis Ellie bouger à côté de moi. Nolan continua de parler, mais je n'entendais plus rien. Mes oreilles se remplirent de ce vieux bourdonnement, celui que j'entendais quand mon père m'ignorait à table. Puis Ellie se pencha et murmura « Je devrais le faire maintenant ». Je le regardai. Son regard était clair. Il n'avait pas peur. Il était prêt. « Tu es sûr ?» murmurai-je. « Oui, » dit-il. C'est à ce moment-là que je le saurai. Avant que je puisse répondre, il se leva. Un silence de mort s'abattit sur la pièce.
Ellie s'avança lentement vers l'autel, ses baskets résonnant silencieusement sur le tapis. Nolan s'arrêta, surpris, tandis que mon fils s'approchait du podium. Il brandit la boîte devant l'assemblée comme un symbole, comme la preuve qu'un secret avait été dissimulé. « Je m'appelle Ellie Carey, dit-il. Grand-père me l'a donnée il y a quelques mois. Il m'a dit que si jamais ils effaçaient la mémoire de ma mère, je devais la faire écouter. » Des murmures d'étonnement parcoururent l'assemblée, des gens se rassirent. Nolan s'avança, alarmé. « Ellie, qu'est-ce que tu fais ?» Mais c'était trop tard. Ellie avait trouvé sa voix, et il s'apprêtait à dire la vérité. Tout s'arrêta lorsqu'Ellie se présenta devant l'assemblée, la boîte en bois à la main. Je vis Nolan se figer au podium, les yeux plissés, la mâchoire serrée, comme s'il retenait ses mots, incapable de les prononcer devant une centaine d'invités. Il avait contrôlé ce récit, la mémoire de papa, l'héritage, et même la perception de qui appartenait à la famille. Et là, avec une seule phrase de mon fils de 13 ans, tout a dérapé. « Je m'appelle Ellie Carey. » Mon fils répéta. « Grand-père m'a donné cette boîte avant de mourir. Il m'a dit, si jamais ils effacent ta mère, tu sauras quoi faire. » Il y eut un silence, bref et immobile, avant qu'un bruissement ne se propage dans la salle. Ce genre de bruit que fait une foule quand la vérité tente de percer les convenances. On sentait le changement. Les gens se penchèrent en avant. Quelques-uns regardèrent autour d'eux, confus. D'autres fixaient droit devant eux, avides de ce qui allait se produire. Et puis Nolan prit la parole, les lèvres pincées et calmes en apparence. Mais je le connaissais assez bien pour entendre le tremblement sous cette façade. « Ellie, ce n'est vraiment pas le moment. » « Il voulait que je joue quelque chose, » dit Ellie. « Il m'a demandé d'attendre que quelqu'un fasse comme si ma mère n'existait pas. » Je me levai. Mon cœur battait si fort que c'était presque audible. « Laissez-le parler, » dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais elle était ferme, claire comme je ne l'avais pas ressentie depuis des années. Pas depuis que j'avais quitté cette maison. Quelques personnes dans les bancs se tournèrent vers moi, certaines surpris, curieux, soulagés. Je le voyais sur le visage de mon cousin Jared, comme si quelque chose venait d'être confirmé. Ellie s'approcha de la table technique près du fond du sanctuaire et tendit la clé USB à l'homme qui s'occupait du son. Cela ne prit qu'un instant. L'homme hésita, puis la brancha. L'écran au-dessus de l'autel, celui-là même qui avait projeté le diaporama de la vie de mon père quelques minutes plus tôt, devint noir, puis vacilla. Et là, il apparut, mon père, Gérald Carey, maigre et fragile, sur un lit d'hôpital, vêtu d'une chemise de flanelle, le regard fixé sur la caméra. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, plus doux, pas physiquement, mais dans son regard, quelque chose de plus calme. Un silence collectif s'installa. Il commença à parler, d'une voix basse et posée. « Si vous regardez ceci, c'est que je suis décédé. Et si Ellie diffuse cette vidéo, alors ce que je redoutais s'est produit. J'ai été effacé. » Il baissa les yeux un instant, puis les releva. « Ma fille Lena. Je ne savais pas comment aimer. Elle. C'est la vérité. Je ne la comprenais pas. Je ne respectais pas sa voix. Et pour cela, j'ai vécu avec une honte que je n'ai jamais pu exprimer à voix haute. Des halètements. Des murmures audibles. Même Nolan semblait abasourdi. Lena, poursuivit l'enregistrement, tu as toujours été la plus forte. Je n'y voyais pas une force. J'y voyais de la rébellion, et je t'ai puni pour cela d'une manière que je croyais justifiée, mais qui ne l'était pas. Il marqua une pause, respirant bruyamment. On entendait l'appareil à oxygène quelque part hors champ. À tous ceux qui écoutent, si mon fils Nolan vous a dit que je n'avais qu'un seul enfant, il se trompe. J'en ai eu 2, et celle que j'ai ignorée. C'est elle que j'admire le plus. Ma gorge se serra. Je tenais à peine debout. J'ai fait des erreurs, dit mon père. Mais j'ai laissé quelque chose à mon avocat, un testament mis à jour. S'il a été ignoré, que ma voix le confirme. Je veux que Lena hérite de la maison. Je veux qu'elle sache qu'elle comptait. L'écran devint noir. Silence. Personne ne bougea. L'air était lourd d'incrédulité et de révélation. Quelques personnes s'essuyèrent les yeux. D'autres fixaient le sol, désemparées face à ce qu'elles venaient de voir. Et puis Nolan craqua. Cette vidéo. Il était drogué. Il n'était pas dans son état normal. Ce n'est pas légal.
Il ne savait pas ce qu'il disait. Mais la pièce n'était plus avec lui. Plus vraiment. Ma tante Marianne se leva. C'était sa voix, Nolan. Et il savait parfaitement ce qu'il disait. Je regardais Ellie, qui était de nouveau à mes côtés. Il ne tremblait pas. Il n'était pas nerveux. Il avait réussi là où je n'avais pas réussi à aller depuis des décennies. Il avait forcé mon père à dire la vérité. À cet instant, le pouvoir que Nolan exerçait s'effondra. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis revenir à moi. Non pas comme la fille oubliée, non pas comme une ombre, mais comme une personne réelle, vue, entendue, dont on se souvenait. La vidéo s'arrêta et le silence qui suivit fut assourdissant. C'était un silence qui n'attend pas. Un silence qui impose le recueillement. Un silence qui vous serre la poitrine, car il sent qu'un événement sacré vient de se produire. Le visage de mon père restait gravé sur l'écran avant que celui-ci ne s'éteigne. Il était parti. Pourtant, d'une certaine manière, dans ces derniers mots enregistrés, je le sentais plus présent que jamais de son vivant. J'ai balayé la salle du regard. Les gens n'étaient pas seulement sous le choc. Ils remettaient en question toutes leurs certitudes. On pouvait le lire dans leurs yeux, dans leurs mouvements sur leur siège, hésitant entre applaudir, s'excuser ou prier. Puis Nolan est arrivé. Il s'est avancé de nouveau. L'atmosphère avait changé. Ce n'était plus son hommage. Il ne pouvait pas nier la gravité de la situation. Pas après ce que tout le monde venait de voir. Malgré tout, il a essayé. Cette vidéo ne change rien, a-t-il dit en scrutant la foule. Mon père était sous médicaments. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il était confus. Il s'est tourné vers moi. Tu ne peux pas revenir dans nos vies à la dernière minute et réécrire l'histoire. Lena. Tu es partie. Tu as abandonné. J'ai senti quelque chose monter en moi. Pas de la rage, pas de la douleur, quelque chose de plus calme, de plus stable. Je n'ai pas abandonné, ai-je dit d'une voix posée. Je suis partie parce que rester m'aurait effacé bien avant cette nécrologie. J'ai fait un pas en avant. J'ai tendu la main pendant des années. J'ai essayé de réparer les choses. Il n'a jamais rencontré Ellie, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce qu'il n'a jamais ouvert la porte. Je me suis tournée vers la foule. Je ne parlais plus à Nolan. Je m'adressais à tous ceux qui étaient assis là, faisant comme si je n'avais jamais existé. Je ne suis pas venue pour me battre. Je suis venue dire adieu. Mais mon fils, notre fils, est venu dire la vérité. Et si vous ne pouvez pas respecter cela, alors peut-être n'êtes-vous jamais venu pour honorer mon père. Vous étiez venu pour protéger son image. Les gens se sont déplacés. Plusieurs têtes ont hoché la tête. Une femme âgée, au fond, s'est essuyé les yeux. Mon cousin Jared se leva lentement. Cette voix sur la vidéo, dit Jared en regardant autour de lui. C'était l'oncle Gérald. C'était clair comme de l'eau de roche. Il pensait ce qu'il disait. Et il avait une raison de le dire. Nolan commençait à perdre ses moyens. Je le voyais dans ses yeux, la panique, la perte de contrôle, son corps tendu comme un ressort. Puis, comme si l'univers l'avait orchestré, un homme en blazer sombre entra dans l'église. Il descendit l'allée d'un pas rapide, une épaisse enveloppe à la main. Il se dirigea droit vers le pupitre et regarda autour de lui. Je cherche Lena Carey. J'avançai lentement, hésitante. Je suis Lena. Il hocha la tête et me tendit l'enveloppe. Je suis Robert Delanne, l'avocat de la succession de votre père. Je viens du tribunal. Nous avons reçu cette vidéo, enfin, une copie, il y a plusieurs semaines, ainsi qu'un testament révisé, dûment signé et notarié. Je m'excuse pour le retard. Votre père souhaitait qu'il soit remis à l'administrateur après la cérémonie. Il marqua une pause, son regard parcourant la foule. Il y a eu un malentendu, mais je suis là maintenant, et je peux confirmer que c'est légal. Gérald Carey a légué la maison familiale, un compte d'épargne personnelle et plusieurs objets de valeur sentimentale à sa fille, Lena Carey. Voilà, la vérité, signée, scellée et légale. Un souffle de stupeur parcourut la salle. Nolan semblait avoir reçu un coup, la bouche ouverte, mais aucun son n'en sortait, les poings serrés le long du corps. Ce n'est pas possible. Il ne m'a jamais rien dit. Apparemment, dit l'avocat d'un ton doux et définitif, il a dit là où ça comptait.
J'ouvris l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait le testament révisé, mon nom clairement orthographié, ligne après ligne, de la main de mon père. Ce n'était pas tout, mais c'était tout ce que je n'aurais jamais cru obtenir. C'était une reconnaissance. C'était un sentiment d'appartenance. C'était un homme, imparfait et tardif, qui disait enfin « Tu comptes ». J'ai baissé les yeux vers Ellie, qui se tenait à mes côtés tel un petit soldat ayant changé le cours d'une guerre. « Ça va, maman ?» a-t-il demandé doucement. Je me suis penchée et l'ai embrassé sur le front. Je crois que pour la première fois depuis longtemps, oui. Le silence était retombé dans l'église, mais ce silence était différent. Il n'était pas pesant. Il était paisible. La vérité avait éclaté. L'atmosphère s'était apaisée et la fille qu'ils avaient tenté d'effacer avait enfin retrouvé sa place dans l'histoire. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans la maison de mon enfance. Un instant, j'ai oublié où j'étais. La lumière filtrait à travers les rideaux comme lorsque j'étais adolescente, allongée à compter les jours qui me séparaient de cet endroit. Mais maintenant, la maison ne me donnait plus cette impression d'étouffement. Elle était encore différente. Après l'office, je n'avais pas prévu de venir ici. Honnêtement, je pensais ne plus jamais franchir cette porte, mais l'avocat m'a tendu les clés, mes clés, et Ellie m'a regardé et a dit « On devrait y aller une minute ». Alors, nous y sommes allés. Nous avons parcouru les pièces une à une. Les meubles étaient différents, plus propres, plus froids. Nolan avait déjà commencé à moderniser la maison après la mort de papa, en enlevant tout ce qui évoquait de la chaleur ou des souvenirs. Dans le salon, Ellie s'est arrêtée près de la vieille bibliothèque, à moitié vide maintenant, et a caressé le bord. « Tu me lisais des histoires ici, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. « Chaque fois qu'on allait sur la tombe de ta grand-mère, ai-je répondu. On s'arrêtait ici après. Tu étais tout petit. » Il a souri. C'est bizarre, mais pas désagréable. Comme si la maison se souvenait de toi. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai ressenti. Les jours suivants, la nouvelle s'est vite répandue. Les gens qui m'avaient ignoré à la cérémonie ont commencé à appeler. Certains pour s'excuser, d'autres pour s'expliquer, la plupart pour poser des questions. Je n'ai pas rappelé beaucoup de ces personnes. Je ne voulais pas être éconduite ni me réconcilier au rythme de quelqu'un d'autre. Un après-midi, tante Marianne est passée. Elle avait apporté une vieille boîte à bijoux, celle de ma mère. Elle l'avait gardée après son décès. Mon père ne l'avait jamais demandée. À l'intérieur se trouvait la bague en argent que ma mère portait tous les dimanches. Je l'ai glissée à mon doigt et j'ai senti comme un déclic. « Il aurait dû te la donner il y a des années », a dit tante Marianne, les yeux embués. « Mais je crois qu'au fond, il savait que tu étais la seule à la mériter. » Nolan ne m'a pas adressé la parole après la cérémonie. Pas une seule fois. D'après ce que j'ai entendu, il était furieux contre l'avocat, furieux contre le testament, et surtout furieux d'avoir perdu le contrôle. Mais il n'y pouvait rien. Les documents étaient clairs. Mon père ne s'était pas contenté de le dire. Il l'avait officialisé. Pour un homme comme Nolan, se faire manipuler par le père qu'il croyait posséder a dû être insupportable. Mais je me fichais de la maison et de l'argent. Il ne s'agissait pas de cela. Il s'agissait de la vérité dite, enregistrée, indéniable. Il s'agissait d'entendre mon nom complet, sortir de la bouche de mon père, non pas comme une pensée après coup, mais comme une confession, un hommage, des excuses. On dit que la mort apporte la clarté, mais je pense qu'elle ne fait qu'amplifier ce qui était déjà là. Mon père n'a pas changé du jour au lendemain dans ces derniers jours. Il a simplement cessé de fuir ce qu'il avait toujours su au fond de lui, qu'il avait fait du mal à sa fille et qu'elle était toujours restée son enfant. Ellie a été le véritable héros dans toute cette histoire. Il n'a pas crié. Il n'a pas accusé. Il s'est simplement levé et a dit la vérité avec un courage que la plupart des adultes n'acquièrent jamais. Quelques semaines plus tard, nous étions assis dans le jardin. L'herbe était haute et les parterres de fleurs vides, mais le ciel était immense. Ellie a levé les yeux vers moi et m'a demandé « Tu crois qu'il était fier de moi ?» Je sais qu'il l'était, ai-je répondu. Et s'il pouvait te le dire maintenant, je crois qu'il dirait « Merci d'avoir fait ce qu'il n'a pas pu faire. » Il hocha la tête doucement, fier. Puis il me demanda autre chose. « Tu vas rester ici ?» Je contemplais la maison, la véranda où je m'asseyais les soirs d'été, le couloir où j'avais jadis crié que je ne reviendrais jamais.
La marche grinçante en haut de l'escalier qui gémissait encore sous mon pied, comme toujours. Je crois que oui, pour un petit moment, dis-je. Je ne veux plus fuir. Je veux me l'approprier. Et c'est peut-être ça, guérir. Ne pas faire comme si le passé n'avait jamais existé. Ne pas faire comme si la douleur n'existait pas, mais choisir d'avancer, les yeux ouverts, les épaules droites, le cœur intact. J'avais passé des années à me croire oubliée, non aimée, rejetée. Mais au final, je n'ai pas été effacée. Un père qui n'a pas pu me le dire de son vivant, et un fils qui a veillé à ce que ma mort ne me réduise jamais au silence, se souviennent de moi. Alors, à tous ceux qui se sont déjà sentis exclus de leur histoire, sachez ceci, la vérité tarde parfois à se manifester. Mais lorsqu'elle éclate, elle résonne plus fort que 1000 mensonges. Et parfois, il suffit d'une seule voix, claire, jeune et courageuse, pour la porter. Si cette histoire vous a touché, même un tout petit peu, prenez un instant pour aimer la vidéo. Cela compte plus que vous ne le pensez. Et si vous vous êtes déjà senti oublié de votre famille ou que votre voix n'avait aucune importance, sachez que vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire et partagez votre histoire ci-dessous. Je les lis toutes et j'aimerais beaucoup entendre la vôtre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la vérité finit toujours par triompher. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires vraies, authentiques et sans filtre, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, votre histoire compte, même si d'autres essaient de l'effacer.